La crise démographique amène à se demander s'il y aura encore assez de soldats pour affronter la Corée du Nord en cas de reprise des hostilités. 73 ans après l'armistice entre les deux pays, la paix n'a toujours pas été signée et les tensions avec le voisin communiste sont encore vives. On regarde le reportage de Philippe Leblanc pour Radio-Canada. À 12 km à peine de la Corée du Nord, Kang Dong-won cherche à comprendre ce pays inaccessible. Parmi les trouvailles du jour, un bol de plastique étiqueté New Hope, Nouvel Espoir. C'est la première fois que le chercheur tombe sur un tel produit. Ça reflète les nouvelles politiques de développement local prônées par Kim Jong-un, mais surtout l'extrême précarité de la vie là-bas, croit-il. La petite île de pêcheurs de Yeonpyeong est depuis des années un point chaud des tensions intercoréennes. Un musée à ciel ouvert, fait d'édifices préservés, rappelle le plus récent épisode meurtrier. Les bombardements nord-coréens de 2010 auraient fait entre 4 et 20 morts. Des bunkers géants ont été aménagés pour les résidents sur l'île depuis. L'imposante présence militaire sud-coréenne sur l'île est un rappel que la paix entre les deux Corées demeure fragile. Ici, les tensions se vivent presque chaque jour. La guerre de Corée a éclaté en 1950 quand le Nord, soutenu et occupé par la Chine et l'Union soviétique, a envahi le Sud, appuyé par les États-Unis et leurs alliés, dont 26 000 soldats canadiens. Un armistice a été signé après 3 ans de combats meurtriers, mais aucun traité de paix. Ce n'était pas une guerre avec des gagnants et des perdants, c'était de l'autodestruction, lance cet ancien combattant âgé de 94 ans. Il aimerait que la jeunesse sud-coréenne se souvienne de son combat pour la liberté et la démocratie. Ils ne réalisent pas l'importance de la liberté qu'ils ont aujourd'hui, dit-il. C'est pour eux que je me suis battu. En raison de cette guerre inachevée, le service militaire de 18 mois demeure obligatoire pour tous les jeunes hommes sud-coréens. Comme bien des recrues, Park Young-jun vient de commencer son enrôlement et il craint de se retrouver sur la ligne de front. Le service militaire est plus un devoir obligatoire qu'une fierté nationale, admet-il. De retour sur l'île de Yeonpyeong, le chercheur Kang Dong-won a trouvé des lingettes désinfectantes nord-coréennes. En scannant le code QR, il peut en apprendre davantage sur ce produit fait à base de plantes qu'il n'avait jamais vu auparavant. La Corée est divisée et l'unification reste un rêve à réaliser. Grâce à ces déchets, je veux que les gens prennent conscience que nos compatriotes vivent tout près d'ici et qu'ils nous ressemblent, dit-il. 75 ans après le début des combats, la guerre de Corée reste inachevée. Lionel Faton, vous qui êtes spécialiste des questions de sécurité, comment le qualifierez-vous, ce conflit ou cette possibilité de conflit? Elle est probable, improbable, possible, envisageable? J'irais pour le possible et l'envisageable, qui sont un peu des synonymes. Possible dans le sens où il y a un contexte géopolitique qui est en mouvement, qui crée beaucoup d'incertitudes. Il faut regarder du côté de Washington aussi. Et il y a aussi, dans ce contexte, plein d'incertitudes et de mouvements des plaques tectoniques géopolitiques en Asie du Nord-Est. Il y a le problème de manque de canaux de communication entre Pyongyang et Séoul, qui ont été coupés depuis plusieurs années. D'ailleurs, le président Lee, qui est en Chine cette semaine, a demandé à Xi Jinping l'aide pour rouvrir ces canaux de communication. Et le problème, c'est que dans ce contexte-là, une erreur du jugement, une incompréhension politique peut amener à une escalade. Maintenant, il ne faut pas dramatiser non plus. Faut garder en tête que c'est quand même une péninsule qui a été stable depuis 1953 et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs régionaux, voire globaux, avec des puissances militaires extraordinaires, ont tout intérêt à ce que la péninsule coréenne reste stable. Que ce soit la Chine, les États-Unis, le Japon et certainement la Russie. Personne n'a intérêt à la guerre, c'est ce que vous nous dites dans la région. Benjamin Joanneau, quand on vit en Corée du Sud, est-ce qu'on ressent cette crainte d'un conflit? C'est quelque chose qui est dans tous les esprits ou pas au quotidien? Je ne sais pas, par exemple, les abris anti-bombes, les bunkers, c'est toujours d'actualité Oui, les bunkers, il y en a un petit peu partout en Corée, à Séoul également, avec un signe qui nous indique où aller nous réfugier en cas d'attaque. Mais je pense que si on vit dans l'île Yeonpyeong qui était dans le reportage, on a effectivement beaucoup plus de
présence de cette inquiétude qu'à Séoul, où on a l'habitude depuis 70 ans de vivre sous le volcan et où on s'est habitué, malheureusement, surtout les jeunes générations qui n'ont pas connu le conflit. Oui, mais racontez d'ailleurs une anecdote, hein. Il y a eu un moment où vous avez cherché un abri, vous ne saviez pas où il était. Oui, tout à fait. Il y a à peu près 1 an et demi, il y a eu un missile qui a survolé la mer Jaune et la mairie de Séoul l'a annoncé comme étant un missile qui survolait le pays et qu'il fallait aller très vite aux abris. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'une grande partie de la population de Séoul ne savait pas vraiment où étaient ces fameux abris. Et donc ça nous a fait une petite piqûre de rappel qu'on vivait dans un pays qui était encore en guerre. Marie-Orange Rivet, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi les deux Corées se sont affrontées militairement ? Alors, le contexte, c'est simplement la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le Pacifique, et le fait que les Japonais aient été donc défaits. Et donc, pour cela, la péninsule coréenne, qui était une colonie japonaise, a été démilitarisée par les alliés de l'époque, américains et soviétiques. Et donc, le territoire a été séparé en deux au niveau du 38e parallèle. Et finalement, les alliés du départ sont devenus ennemis avec la guerre froide. Et donc, il y a eu deux pays qui ont fini par s'affronter. Alors, vous nous l'avez dit, hein, jusqu'en 1945, la péninsule coréenne était une colonie japonaise. Donc, ce que retiennent les historiens, c'est que c'est vraiment une guerre, on va dire, c'est surtout vraiment le terrain de jeu de la guerre froide. On ne peut pas dire que c'était une guerre liée à la décolonisation ? Alors, indirectement, oui, puisque c'était pour décoloniser qu'on a démilitarisé cette péninsule coréenne. Et puis, finalement, c'est vraiment l'antagonisme de deux systèmes qui étaient en compétition sur cette péninsule qui a dégénéré avec l'intervention de puissances extérieures, donc les alliés de l'ONU, et puis de l'autre côté, les Chinois et les Soviétiques. Lionel Faton, pourquoi est-ce que la paix n'a jamais été signée entre les deux pays ? Bon, dans le contexte du début de la guerre froide, comme Marie-Ange l'a signalé, on a deux États qui revendiquent la souveraineté sur l'entièreté de la péninsule coréenne. La signature d'un traité de paix en 1953 aurait acté, en fait, si vous voulez, la séparation, la consolidation de deux pays. Aujourd'hui, on est dans un contexte un peu différent. Donald Trump, durant son premier mandat, avait l'ambition de signer un traité de paix avec Kim Jong-un. Le problème avec cette idée aujourd'hui d'un traité de paix, c'est que ça ouvrirait la boîte de Pandore de beaucoup d'autres en fait, sujets extrêmement sensibles. Par exemple, s'il y a un traité de paix dans la péninsule coréenne, quid des 28 500 soldats américains en Corée du Sud? Quid de la nucléarisation ou dénucléarisation de la Corée du Nord? Et ce qui fait qu'on ouvre vraiment là un agenda diplomatique énorme. Et c'est pour ça que c'est plus dur que ça en a l'air. Justement, et un vestige de la guerre de Corée, il s'agit de la DMZ, la zone coréenne démilitarisée, une bande de terre de 4 km de large qui s'étend d'est en ouest sur 250 km de long. Elle fait aujourd'hui office de frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et cette cicatrice du conflit est devenue un lieu touristique. On regarde le reportage d'Arnaud Boutet pour France Télévisions. Des kilomètres de barbelés, une ligne infranchissable. Dans cette zone très surveillée, patrouillent les blindés sud-coréens. Juste en face, la Corée du Nord, de l'autre côté du fleuve qui marque la frontière. Côté sud, les villages vivent avec la menace et surtout les nuisances, comme à Dangsan, petit bourg rural. Les Nord-Coréens diffusent par haut-parleurs des bruits assourdissants que l'on entend clairement. Pour le maire, c'est une véritable torture. Il faut qu'ils arrêtent. Ce son que vous entendez, ce n'est plus possible. Des hurlements d'animaux, parfois des rires ou des coups de feu, jour et nuit. Les autorités sud-coréennes ont financé l'isolation acoustique des habitations du village. Le double vitrage fait 26 mm, c'est mieux. Si on ferme, on entend moins. Mais l'été approche. Et nous vivons ici les fenêtres ouvertes. Des bruits qui apparaissent lors des épisodes de fortes tensions politiques.
À Dangsan, la population, plutôt âgée, souffre de stress et subit une véritable guerre psychologique. Tous ces bruits amplifiés, j'en ai la chair de poule. Mais je ne veux pas quitter cette terre où mes ancêtres ont vécu pendant 500 ans. Nous sommes vieux, mais je m'inquiète pour la jeune génération. L'avenir est inquiétant. La Corée du Sud, elle aussi, avait branché ses haut-parleurs dirigés vers le nord avec chansons K-pop, une musique interdite par Pyongyang. Aujourd'hui, les autorités de Séoul ont décidé d'arrêter. Il y a eu aussi les lâchers de ballons du sud vers le nord avec des messages pro-démocratie, anti-régime totalitaire. En réponse, les ballons nord-coréens, cette fois des poubelles volantes remplies de déchets, papier gras et mégots de cigarettes. Ainsi vit-on le long de cette frontière, l'un des derniers vestiges de la guerre froide. Deux pays séparés depuis 1953 après la guerre de Corée. Au milieu, la zone coréenne démilitarisée, 250 km de long, 4 de large. Une étroite bande de terre truffée de mines et un seul point de passage côté sud contrôlé par l'ONU. C'est là que Donald Trump a rencontré Kim Jong-un en 2019. Aujourd'hui, les touristes observent ce pays totalement fermé et comme un pied de nez au régime communiste, Starbucks, enseigne américaine, s'est installée à seulement 1,5 km du territoire voisin. C'est le symbole de l'Amérique. Et c'est aussi le symbole de la liberté. Et nous avons la liberté. J'espère qu'un jour la réunification aura lieu et que nous pourrons prendre un café ici, ensemble, avec nos voisins du Nord. À l'autre bout du pays, dans cet autre village frontalier, lui ne croit pas à la réunification. Park Myung-ho, aujourd'hui pêcheur, ex-citoyen de Corée du Nord. Un transfuge arrivé sans papier ni valise, avec sa femme et ses enfants. C'était il y a 19 ans. Là, c'est une photo avec mon épouse et mes deux fils. Nous l'avons prise dès que nous sommes arrivés en Corée du Sud. Un nouveau départ après un voyage périlleux. Par la mer, le long des côtes, une nuit de brouillard. Cet ancien militaire a mis 1 an pour préparer sa fuite. La liberté. Je suis venu pour la liberté. Aujourd'hui, son bateau de la liberté n'existe plus. Il l'avait construit de ses propres mains, dans le plus grand secret. Une embarcation qui ressemblait à celle-ci. Aujourd'hui, quand je repense à tout ça, je ressens encore des frissons. Très rares sont les traversées par la mer qui réussissent. Park Myung-ho vit tout près du pays qu'il a fui. Il est aujourd'hui salué comme un héros. Il est très courageux. Il est venu avec toute sa famille. C'est une personne honorable. Avant le Covid, 1000 à 2000 Nord-Coréens parvenaient à s'enfuir chaque année, principalement par la Chine. Ils ne sont plus que quelques dizaines à réussir cet exploit. Marie-Orange Rivet, on n'a jamais vraiment eu de bilan officiel de cette guerre. On parle de plus d'1 million de morts, c'est ça ? Alors, les spécialistes s'accordent à dire qu'il peut y avoir entre 3 et 5 millions de morts, notamment avec 1 à 2 millions de civils, en fait. Et parmi les autres morts, on trouve aussi bien des Chinois, des volontaires, que quelques soviétiques, mais bien sûr, la majeure partie sont des soldats sud-coréens et nord-coréens. Et un peu d'Américains aussi. Un peu d'Américains. Lionel Fatton, est-ce qu'une réunification des deux Corées est envisageable ? Est-ce que c'est un argument, un sujet dont on parle dans les campagnes électorales Alors pour les campagnes électorales, je vais peut-être laisser Marie-Ange ou Benjamin répondre, mais d'un point de vue de la géopolitique, non, c'est impensable. Il y a 2 raisons majeures pour lesquelles c'est impensable. Premièrement, réunification, ok, mais sous quel régime ? La dynastie des Kim, comment c'est possible qu'une population sud-coréenne qui est habituée maintenant aux valeurs démocratiques accepte ça ? Et est-ce que la dynastie des Kim serait d'accord d'abandonner le pouvoir pour un régime démocratique sur l'entièreté de la péninsule coréenne ? Non. Deuxième raison, et peut-être plus importante,
aucun pays de la région a intérêt à avoir une Corée unifiée. Parce qu'une Corée unifiée crée un acteur régional majeur. Très puissant. Très puissant. Si on allie la force technologique et économique de la Corée du Sud avec l'arme nucléaire nord-coréenne, il suffit que cette Corée unifiée soit sous l'influence de la Chine, c'est un cauchemar pour le Japon. Et inversement, si cette Corée unifiée est alliée aux États-Unis et au Japon, la Chine se retrouve avec un acteur majeur à sa frontière terrestre. Et quand on préparait cette émission, justement, Benjamin Joanneau, vous me disiez, on voit la difficulté aujourd'hui, à travers notamment le cas des transfuges nord-coréens, à pouvoir s'adapter à ce système capitaliste en Corée du Sud, parce que ces transfuges, ils viennent, mais parfois ils repartent. Tout à fait. C'est parce qu'ils sont mal acceptés ou aussi parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ce capitalisme libéral? Tout à fait. Ce sont, je pense, les deux facteurs. La Corée du Sud a essayé de faire un effort avec des centres Hanawon, donc des centres où on essaye de former les Nord-Coréens transfuges qui arrivent en Corée du Sud à la société capitaliste en leur expliquant ce qu'est une carte de crédit, etc. Mais c'est une société qui, on le sait, et on va en discuter, qui est très concurrentielle, qui est une société avec des valeurs tellement radicalement différentes que pour beaucoup de Nord-Coréens, il est difficile de s'adapter. Ils sont nombreux, ces Nord-Coréens. 34 000 environ, d'après les chiffres, jusqu'à présent. Et ils continuent d'arriver toujours de moins en moins. Les dernières années, c'est moins de 100 personnes, ce qui est vraiment très bas par rapport au passé. Est-ce que ce sujet de la réunification, il fait partie des débats, des discussions, ou est-ce que c'est une affaire désormais reléguée ? Il ressort bien évidemment pour les élections, cela doit faire partie d'un programme d'un candidat. Mais je crois que les jeunes générations qui se sentent très loin de ce conflit qui a eu lieu il y a plus de 70 ans, qui n'ont plus de lien avec une partie de leur famille qui aurait pu être en Corée du Nord, les jeunes générations de Sud-Coréens se sentent totalement distanciées de cette problématique. Justement, on se souvient, on a en tête ces images de ces cérémonies de retrouvailles le long de la DMZ. Il y a encore des rencontres de familles séparées? Ces dernières années, non, et ça va être de plus en plus difficile vu la distance temporelle. Ouais. Et on peut se parler? Comment on se parle entre familles séparées? On ne se parle toujours pas? Malheureusement, dans tous les cas, canaux sont par fermés. Tout à fait. On a des membres de famille. Si on a de l'argent, on peut essayer de faire passer des messages, ou on pouvait, je crois que c'est plus difficile avec Kim Jong-un ces dernières années, mais on pouvait faire passer des messages via un pays tiers comme la Chine. Lionel Faton, on va regarder ensemble quand même cette carte de la région pour comprendre cette position de la Corée du Nord. La Corée du Sud, eh bien, elle est entourée de la Corée du Nord, de la Chine, mais aussi du Japon. On la voit, la Corée du Sud, elle est vraiment isolée. Elle a la mer partout autour. Sa seule voie d'accès terrestre, c'est la Corée du Nord. D'autres pays pourraient tenter ou avoir envie de s'attaquer à la Corée du Sud ? Non, je ne crois pas. Enfin, disons qu'il y a des conflits territoriaux en mer Jaune avec la Chine, mais c'est sous contrôle. Clairement, ça ne serait pas un prétexte pour un conflit. Non, la Corée du Sud est un pays qui, d'un point de vue de sa posture de défense, a toujours été focalisé sur la Corée du Nord, et ça le continuera dans le futur. Même si les Américains essaient maintenant d'avoir plus de flexibilité et d'essayer d'engager un peu plus la Corée du Sud vers le sud-ouest et le Taïwan. Mais je crois que la Corée du Sud reste focalisée sur la Corée du Nord.